J'ai une question. En 1999, on a commencé ce projet Bond et 4 ans après, on n'avait plus que 7 colonies sur ces 150 colonies. Et il ne restait plus que 20 reines. Est-ce qu'il recommence maintenant? Non, ces reines n'existent plus. Mais nous avons fait une expérience similaire autour de Stuttgart. Nous avions plusieurs colonies avec beaucoup d'acariens, des colonies qui ont interagi avec d'autres, ce qui a apporté d'autres acariens encore. Mais ce que nous avons constaté à l'époque, c'est que les acariens ne pouvaient plus se reproduire autant. Il y avait moins d'acariens fertiles. C'est pourquoi nous avons pu démontrer que les abeilles ont pu s'adapter. Et nous avons aussi fait des analyses génétiques avec lesquelles nous avons pu montrer que les colonies avaient développé des résistances. Ce sont des collègues de Halle qui ont fait cette analyse. C'était donc des colonies tout à fait différentes, véritablement. Mais elles n'ont tout de même pas supporté la charge extérieure des acariens. Une autre question. J'ai travaillé 2 fois avec l'acide formique cet été et j'ai toujours une contamination de 30 à 40 acariens par jour. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que faire? On est en novembre. Je dirais qu'il faudrait avoir recours à l'acide oxalique. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas travailler avec de l'acide formique. Je retirerai le couvain et je travaillerai avec l'acide formique. Comment contrôler si le couvain est contaminé? Il faut prendre la température et ouvrir certaines cellules. Mais si les colonies sont malades, elles couvent pendant plus longtemps, elles sont nerveuses si la contamination est trop élevée. Et donc, je dirais qu'il faudrait vraiment retirer du couvain. Je sais que ce n'est pas très agréable. Vous avez déjà ajouté la nourriture, mais il n'y a pas d'autre choix, non? Qu'est-ce que tu dirais, Klaus? S'il y avait le médicament, vous pourriez l'utiliser. Une autre question. Donc, chaque semaine, je mesure la contamination et parfois on nous recommande de graisser le linge. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, il n'est pas possible d'évaluer la quantité d'acariens s'ils ne restent pas collés sur le linge. Donc, il faut s'assurer à ce qu'ils ne soient pas, ce qui ne s'envole pas à cause du vent, par exemple, ou que les acariens ne partent pas en courant. Donc, on peut graisser le linge, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est de la graisse qui fonctionne un peu comme de la glu. Il suffit déjà de graisser un papier. On le voit peut-être aussi sur mon diapositive. Voilà un exemple d'un tiroir avec du sopalin et un peu d'huile, l'huile que vous avez dans la cuisine. Et après 3 jours, je peux vérifier ou compter le nombre d'acariens qui ont tombé. Parce que, par exemple, les fourmis viennent pour manger les acariens. Et si j'ai un tiroir fermé,
Je n'ai pas besoin de graisser? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a du vent qui entre. Non, là, vous pouvez travailler sans graisse. Donc, il faut sécuriser le tiroir contre les fourmis et contre le vent. Je voudrais revenir sur le traitement à l'acide formique. Pendant longtemps, j'ai traité avec les disques foam suisses par le dessus. Et les disques foam qui sont aussi des 15 jours, on fait un protocole 15 jours en août et 3 semaines en septembre. Et je me suis aperçu que j'avais des difficultés d'efficacité à cause de la température, d'une part, et ensuite que j'avais des mortalités de rennes beaucoup plus importantes par le dessus. Et après, je me suis mis à faire des traitements flash dessous avec les tiroirs. Et j'ai eu beaucoup moins de mortalité de rennes et puis une efficacité plus importante parce que comme ça agissait en 6 heures, on pouvait choisir la température optimale. Alors j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Pour ces traitements de longue durée, le problème, c'était pour les traitements de longue durée, non? Au début, c'était des traitements de 15 jours à 3 semaines. Et donc, ils posaient problème au niveau de la météo, quoi. Oui, c'est ce que nous avons constaté aussi pour le vaporisateur Wassenhalter. Si les températures baissent en septembre, il se peut que l'acide continue à goûter et qu'il ne s'évaporise pas directement. S'il fait froid la nuit, cela ne s'évaporise pas. La température n'est pas assez élevée. Les abeilles ne chauffent pas toute la ruche. Elles chauffent tout simplement l'espace où il y a le couvain. Et donc, en haut, j'ai la température d'extérieur. Il fait donc froid en septembre. Il se peut qu'il fasse très froid déjà la nuit en septembre. Et l'acide continue donc à goûter. J'ai donc ce seuil d'évaporation. Le lendemain, il fait plus chaud et cela commence à s'évaporer. C'est comme un traitement choc, donc beaucoup d'acide sur une journée et cela peut causer des dégâts. Alors, j'émettais l'hypothèse que, l'acide est lourd, il reste en bas et que la reine a des zones pour se réfugier en haut quand on traite par-dessous, ce qui fait que la reine peut se sauver et ne pas subir le traitement quand on le fait par-dessous en flash. Et après, c'est une question de dosage d'acide, mais j'ai constaté moins de pertes de reine. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas comment ou si la reine part de l'acide. Je ne sais pas. C'est une possibilité, mais vous l'avez quand même perdu. Klaus, qu'est-ce que tu en dis? Je peux peut-être ajouter quelque chose de général. Nos colonies ne comprennent pas très bien ce que nous faisons. Peu importe ce que nous faisons, elles pensent que nous voulons les empoisonner. C'est pourquoi il y a des réactions de défense qui sont très individuelles. Il peut y avoir une colonie qui sort du caisson, d'autres colonies essaient de boucher les sorties. Il y a une autre colonie qui ventile la ruche. Donc, il y a un grand perturbateur pour le traitement et ce sont les abeilles elles-mêmes. Nous avons donc différentes réactions, différents effets et différents résultats des traitements. C'est un très grand problème, ce malentendu de la part des abeilles. Parce que les abeilles pensent que nous voulons les empoisonner.
Bonjour, Rouge Denis, apiculteur. J'avais une petite question sur les traitements de contrôle, parce que vous avez 2 traitements, donc du coup un contrôle. Vous le faites avec quel produit, le contrôle de l'efficacité ? Le deuxième traitement, vous voulez dire le traitement final à l'automne, en hiver, ou de quel traitement parlez-vous? Oui, c'est aussi de l'acide oxalique. Et je voulais savoir si, pour l'acide formique, il y aurait une température optimum pour de l'acide formique à 85% d'efficacité. Une température où il serait le plus efficace. Si vous travaillez à 85%, vous avez besoin sans doute de températures plus basses que si vous avez un traitement à 60%, par exemple. Il faut toujours voir quel est le liquide de départ. Si vous avez, par exemple, un acide à 60%, donc vous avez 40% d'eau, donc il faut que tout le liquide puisse se trouver en situation d'évaporation. Donc, vous avez besoin de températures plus élevées lorsque vous avez une concentration plus faible, ce qui signifie que pour un acide à 85%, vous avez un peu plus de 20 degrés, ça ira. Plus de 20 degrés, ça ira. Donc, ce qui fait qu'à peu près 20 grammes d'acide pur rentrent dans la colonie. Donc, 20 grammes sur une solution à 85%, je ne l'ai pas en tête, mais enfin, ça doit pouvoir se calculer. Je n'ai pas entendu la communication hors micro. Donc 10 grammes, c'est un peu faible, donc il faut avoir 20 grammes. Donc il faut certainement, pour une solution donc à 85%, il faut sans doute des températures plus faibles et faire très attention de ne pas avoir un surdosage non plus. Phil? Oui. Bonjour Marie-Pierre Bouly, je suis en installation actuellement. Une question sur Varomed, la société Bivital, enfin deux choses en fait. Bivital produit déjà un produit similaire qui s'appelle HiveClean, qui est déjà sur le marché depuis quelques temps. C'est déjà un mélange d'acide formique et d'acide oxalique donc en dégouttement. Or, il se trouve que ce produit, on ne peut plus l'utiliser en apiculture biologique. Il a perdu sa certification. Donc, voilà. Donc, les apiculteurs bio n'ont plus le droit de l'utiliser. Et en plus, son efficacité était très, très légère. Donc, c'était plus un ambianceur qu'un traitement contre le varroa. Ça m'étonne que vous l'ayez déjà utilisé parce qu'en fait, l'autorisation, il n'y avait pas encore l'autorisation pour l'Union européenne. C'est le médicament que nous étions en train donc d'étudier, donc ce Bivital HiveClean. Il va s'appeler Baromètre maintenant. Et je comprends pas pourquoi ça ne serait pas autorisé pour la bioapiculture, parce qu'il n'y a pas de substance synthétique, c'est de l'acide oxalique, de l'acide formique et d'autres substances, mais qui ne font pas de résidus, donc je ne comprends pas vraiment. Et l'effet est obtenu par une application répétée. Donc il faut avoir donc une application 3 à 5 fois par traitement, ce qui permet de toucher plusieurs acariens. Mais peut-être que vous pourriez nous expliquer pourquoi on n'a plus le droit ou on ne peut pas l'utiliser dans l'apiculture biologique. Si vous voulez, je peux vous donner l'explication pourquoi ce produit n'est pas autorisé en bio. C'est tout simplement parce qu'il est composé avec des produits qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Il contient notamment de la propolis, qui n'est pas issue de l'agriculture biologique, donc ça ne remplit pas le cahier des charges de l'agriculture en bio.
Ça contient aussi des huiles essentielles qui ne sont pas issues de l'agriculture biologique, d'ailleurs qui ne sont pas exactement spécifiées dans la recette du produit. Donc c'est ces petits détails-là qui font que le produit n'est pas autorisé en bio parce qu'il n'est pas composé de produits issus de l'agriculture biologique. Et il n'a jamais été proposé comme étant un traitement. Il a été proposé comme étant une solution qui améliore la santé des abeilles, mais ils se sont bien gardés de dire qu'il s'agit d'un traitement. Et d'ailleurs, on ne sait pas, les essais qui ont été faits ont montré qu'on ne sait pas l'utiliser pour avoir un niveau d'efficacité qui soit satisfaisant. Mais si vous travaillez là-dessus, tant mieux. Expliquez-nous comment faire pour que ça marche. Ja, also das wurde eben als, wie heißt der Begriff, Wohlfühlpräparat. Oui, donc vous aviez donc dit oui, effectivement, c'est effectivement un traitement. Effectivement, pour le moment, c'était pas un traitement, c'était plus, c'était un médicament pour le varroa, mais effectivement, il faut qu'on change le nom pour que l'on puisse l'utiliser comme médicament. Et l'effet provient de ce que, à intervalle de 7 jours, on a la possibilité d'utiliser le médicament 3 à 5 jours, 3 à 5 fois de suite. C'est-à-dire que l'on n'a pas non plus la possibilité de toucher les acariens dans le couvain, parce que là, on a besoin d'acide oxalique. Mais si je fais en l'espace de 7 jours, 3 à 5 traitements, j'arrive à toucher à ce moment-là les parasites qui sortent du couvain. Et ce qui est bien, c'est qu'on a également pu prouver un effet plus durable. Donc, ce n'est pas aussi aigu que l'acide oxalique qui ne fonctionne que 6 à 12 heures après l'application, mais l'on a une efficacité après 3 jours après l'application. Est-ce que c'est dû à l'acide formique ou le mélange entre les deux? Nous ne le savons pas encore, mais le fait est que l'efficacité est prolongée par rapport à l'acide oxalique pur ou simple. Et nous avons vu également qu'on a besoin de quantités moindres par traitement avec un dosage plus faible également. C'est-à-dire que c'est mieux toléré également par les abeilles parce que l'acide oxalique, c'est quand même assez toxique aussi, peut être toxique pour les abeilles. Oui, j'aurais 2 questions par rapport à l'acide oxalique. Oui, 2 questions par rapport à l'acide oxalique. Vous aviez dit qu'il fallait, pour le traitement hivernal, qu'il soit utilisé, que les températures soient basses, doivent être basses. C'est quoi une température basse? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il vaut mieux qu'il fasse quand même 7-8 degrés au niveau du traitement. Et puis, encore une fois, pour l'acide oxalique, après l'encagement des reines, quand on libère les reines, donc on traite à l'acide oxalique, donc c'est en plein été, donc les températures ne sont pas basses. Et vous aviez dit aussi qu'il faudrait que les abeilles soient rentrées, donc ça veut dire qu'il faudrait traiter le soir. Oui, pour le traitement d'hiver, on a besoin de températures faibles parce que là, les colonies sont vraiment très regroupées, très étroites. Donc, c'est plus efficace. C'est pourquoi j'avais dit des températures basses, mais je ne parle pas de gelée. Je parle parce que là, sinon, on dérange trop la colonie. Mais il faut qu'elles soient assises vraiment ou très regroupées les unes contre les autres. Et en été, bien sûr, le problème, c'est que les abeilles sont plutôt éloignées les unes des autres, donc on a besoin d'une quantité plus importante, effectivement. Est-ce que c'était à peu près la question? Peut-être encore en ce qui concerne les températures au niveau du traitement. Il faut savoir ce que l'on veut atteindre avec le traitement. Si je me fais donc une installation d'un produit dans la colonie, je voudrais que chaque abeille reçoive donc la substance. C'est-à-dire que vous avez assez peu de temps pendant lequel les abeilles répartissent entre elles, pour ainsi dire, cette préparation. Donc, il faut avoir une certaine dose sur la surface du corps, et que ça touche chaque abeille.
Et ensuite, donc, on a un effet par poison de contact. Et plus les abeilles sont proches les unes des autres, plus elles sont compactes et plus elles sont calmes, tranquilles, qu'elles ne bougent pas, plus on a plus cet effet donc que chaque abeille est touchée. Donc les abeilles doivent se toucher les unes les autres. Elles font passer la substance active d'une abeille à l'autre par contact et plus ça se fait rapidement, plus l'effet est rapide. Donc on peut faire un traitement d'hiver à des températures très faibles, même le cas échéant en cas de gelée, mais un peu moins ça va aussi. Ce qui est important, c'est que les abeilles soient très serrées les unes contre les autres. C'est pourquoi en été, on n'a pas ces températures, les abeilles ne sont pas aussi groupées et les effets d'un traitement par instillation est moins bon en été. On essaie de l'améliorer avec plus de liquide. Mais si vous avez le droit d'avoir, par exemple, l'évaporation de l'acide oxalique en France, si c'est autorisé, ça serait une possibilité très intéressante pour les abeilles qui ne sont pas justement serrées les unes contre les autres. Pouvez-vous imaginer de travailler uniquement de l'acide oxalique 3 fois, par exemple? J'ai vu ça en Autriche. Ça pourrait marcher à condition que vous n'ayez pas trop de ruches aux alentours et non pas trop non plus d'apiculteurs aux alentours. L'objectif doit être d'avoir des stratégies communes à l'échelle de la région de manière à ce que les infections ne soient pas propagées vers un autre apiculteur. Et plus nous sommes cohérents dans notre approche, moins nous devrions avoir à traiter. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une application concertée en surface et même de façon transfrontalière. Je voulais demander, Klaus Walder a parlé donc d'évaporation et d'avoir ensuite donc une installation entre les rayons. Est-ce que l'on fait ça aussi en hiver ou pas? Par donc l'installation, comme cela a été expliqué par Klaus, j'arrive à toucher un grand nombre d'abeilles. J'ai donc une bonne efficacité. Par l'évaporation, je pense que lorsque les abeilles sont très serrées les unes contre les autres, cet aérosol les particules d'acide oxalique ne touchent peut-être pas autant d'abeilles que l'on pourrait l'avoir lorsqu'on le fait avec une solution liquide. Mais en été, à la fin de l'été, peut-être que là, le système par vaporisation serait peut-être plus efficace. Ah, 3,5%. 3,5%. 3,5%. Bonjour. Je sais qu'il y a eu des études faites par l'INRA sur d'éventuels traitements à base de cuivre ou d'oligo-éléments à base de cuivre. Je souhaiterais savoir si vous avez des informations là-dessus, sur les études qui ont été faites. Non, nous n'avons rien fait à cet effet et je ne connais pas non plus les travaux. Peut-être que vous pourriez nous les expliquer rapidement quels avaient été les résultats, ce qui avait été fait ou quels étaient les résultats, parce que je ne connais pas ces travaux.
Oui, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans le graphique que vous avez montré sur la ponte de la Reine, la ponte du Varrois. Il y a quelque chose que vous n'avez pas précisé, c'est le jour, enfin la période exacte de traitement à l'acide formique. On voit très bien sur votre graphique que la courbe de ponte de la Reine n'est pas du tout la même courbe de ponte du Varrois. Et on constate que quand le Varrois est à son maximum, oui, voilà, quand le Varrois monte, la Reine diminue sa ponte. Et justement, à ce croisement-là, on sait exactement de quel jour il s'agit. Puisqu'on possède des ruches sur des balances électroniques, cette balance électronique nous dit exactement le jour où la saison apicole se termine. Donc à partir de cette date-là, on sait exactement quand il faut traiter. Cette année, la saison apicole s'est terminée le 10 juillet. Vous attendez encore une dizaine de jours et pratiquement le 20 juillet, vous pouvez enlever vos hausses et votre miel et vous pouvez traiter à l'acide formique. C'est ce que vous dites dans un autre graphique, vous traitez bien à l'acide formique déjà en juillet. Et c'est exactement à cette date-là qu'on connaît exactement qu'il faut traiter. Et ça, personne n'en parle. Je trouve ça un peu dommage puisqu'on a des ruches électroniques qui sont relevées tous les jours et on sait exactement quand la saison apicole se termine. Et à partir de là, on peut traiter à l'acide formique. Et moi, je traite à l'acide formique non pas à 85%, mais je dilue à 70%. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, pour répondre au monsieur d'avant, c'est que l'acide formique, il faut du volume. Donc, il faut mettre l'acide formique dans une hausse vide. Il faut mettre l'acide dans une hausse vide de telle manière à ce qu'il y ait assez de volume pour que ces gaz se diffusent. Et si vous faites ça une première fois, pendant 8-10 jours, vous nourrissez pendant 8-10 jours, vous refaites un deuxième traitement de 8-10 jours, puis vous continuez votre nourrissement d'hiver, vous êtes pratiquement sûr de ne plus avoir de varroa. C'est mon expérience à moi. Hein. Donc, je pense que le moment du traitement, évidemment, dépend de la dernière récolte de miel. Tant que vous n'avez pas récolté votre miel, vous ne pouvez pas évidemment traiter. Et pour le Bade-Württemberg, c'est fin juillet, effectivement, pour le premier traitement. Et donc, on doit rester toujours dans ce cadre. Le développement du varroa peut être différent. Là, c'était schématique sur la façon dont ça pourrait être. On peut en avoir plus, on peut en avoir moins. C'était juste de manière schématique, essayer d'expliquer comment ça évolue tout au long de l'année, de façon schématique. Mais si vous avez terminé la récolte du miel, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps, le plus tôt possible. Et dans cette région, on peut peut-être même encore aller jusque dans le début août, parce que si vous avez par exemple un butinage assez tardif. 8 à 10 jours donc à l'acide. Donc 8 à 10 jours donc à l'acide formique. Une question de principe. Donc la vapeur d'acide formique descend parce que c'est moins cher, c'est plus lourd que l'air. Donc un des collègues a dit qu'il faisait un traitement par le bas, donc ça ne peut pas fonctionner. Si, ça fonctionne manifestement, sinon le collègue n'aurait pas eu d'effet. Mais en fait, il descend plutôt cet acide que de monter. Et en haut, la température est plus élevée. Peut-être que là, on a moins d'effets venant de l'extérieur. Peut-être en bas, on a plus d'effets dus au vent, peut-être. Et ensuite, ça descend donc entre les rayons
vers le bas, à moins que les abeilles donc fassent de la ventilation vers ailleurs quelque part et donc essayer de répartir. Mais normalement, ça percole donc le long, ça descend le long des rayons. Encore une question. Lorsque je fais mon comptage donc sur mon linge, parfois j'ai des acariens blancs, parfois des parasites blancs, parfois j'en ai des bruns. Les blancs, c'est quoi? C'est des jeunes? Généralement, oui, ce sont effectivement des jeunes femelles ou des jeunes mâles, mais à stade précoce, qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore leur coque sclérosée. Et ce qui signifie que l'on a peut-être aussi vous avez donc des couvains qui sont nettoyés, ce qui fait que vous avez aussi les jeunes parasites qui tombent. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quel est le protocole exact que vous préconisez pour le traitement à l'acide formique donc en fin juillet, début août. Welche Methode, Anwendungsform für die, ja. Also das hängt dann auch wieder ab von der Ça dépend de la concentration aussi de la solution avec laquelle je travaille. Donc, est-ce que vous travaillez avec une solution à 60 ou à 85%? La quantité en dépend évidemment aussi. 70, vous avez le droit d'avoir 70%. Et 85. Oui, donc vous avez des concentrations élevées. Je ne connais pas vos possibilités d'évaporation. Est-ce que vous avez des vaporisateurs Nassenhalter? Est-ce que vous avez des systèmes suisses avec donc un plateau tournant? Merci. En fait, tout est disponible, donc c'est pour ça que je voulais savoir ce que vous préconisiez en fonction de votre expérience et des essais que vous avez faits. Nous recommandons donc ce vaporisateur Nassenhalter parce qu'indépendamment des conditions météorologiques, il permet de faire un dosage constant. On dépend moins donc de la température extérieure, de l'humidité de l'air, mais nous n'avons un acide qu'à 60%. On n'a pas la possibilité, nous, d'avoir donc une variation avec des concentrations plus élevées. Pour une concentration à 85%, le dispenser Liebig fonctionne certainement très bien parce qu'il a été conçu pour cette concentration. Ça permet de faire un traitement court et on peut vraiment utiliser aussi cet appareil-là. Si vous faites un traitement court terme, vous pouvez utiliser encore peut-être d'autres méthodes. Mais les Liebig Dispenser, c'est certainement quelque chose qui fonctionnerait bien avec cette concentration. Cette année, j'ai utilisé les deux, donc une fois le FAM suisse et le Liebig et le Liebig Dispenser, et que l'on voit directement combien ça est évaporé chaque jour. Et pour le système suisse, il a fallu donc que je pèse à chaque fois et c'est moins avantageux. Je crois que nous allons voir ça à la deuxième présentation, en fait, les avantages. L'avantage, c'est qu'avec le Liebig Dispenser, donc je peux effectivement voir combien s'est évaporé par jour. Là, on voit très bien donc
Last Liebig Dispenser. Et lorsqu'il est renversé, tête en bas, et que l'acide donc s'écoule, vous pouvez voir aussi vraiment bien combien s'écoule. Lorsque vous le remplissez, vous avez également donc la gradation sur l'extérieur et vous voyez exactement ce que vous avez. Et c'est plus facile qu'avec donc ces bandelettes MAC que vous connaissez aussi. Là, vous suffit donc d'ouvrir et de le poser entre les caissons. Le Max, c'est sans doute plus facile à utiliser, mais si vous travaillez avec un acide à 85%, moi j'utiliserai la bouteille Liebig. Encore concernant l'usage de l'acide formique, nous on a des mielées très tardives à 2000 mètres d'altitude qu'on fait au mois d'août, donc on a une mielée vers le 15 août. Et on redescend vers le 20 août, donc ce qui est beaucoup trop tard pour commencer les traitements à l'acide formique. Donc est-ce qu'il est possible d'envisager, après la récolte de châtaigniers, pendant les 3 semaines de battement, de faire un traitement à l'acide formique et de relancer les abeilles après à nouveau en montagne, mais après le traitement à l'acide formique qui entraîne un arrêt de ponte a priori donc. On pourrait, mais le problème que vous auriez, c'est que pour l'acide formique, vous avez toujours un temps d'attente. 6 semaines après le traitement, vous n'avez le droit de rien récolter. Et ça, c'est vraiment le gros problème. Pour tous les médicaments que nous avons actuellement, c'est que vous avez un délai de carence, en fait, après le traitement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire véritablement de traitement entre 2 récoltes parce que légalement, ce n'est pas possible. Et pour le max, c'est 1 jour, non? Mais ce n'est pas vrai, non. Ce n'est pas possible. C'est écrit sur l'emballage, mais ce n'est pas possible parce que nous avons là aussi des résidus et des résidus d'acide dans la colonie. Que vous ayez utilisé de l'acide formique liquide ou sous forme de max, un jour, ce n'est pas possible. Vous aurez des résidus. C'est vrai que sur le papier, ça dit que vous n'avez pas de délai de carence pour le max, mais moi, je ne le ferai pas parce que vous allez vous retrouver avec des résidus. Pour revenir donc au Elvital, si nous arrivons à obtenir ce médicament, l'autorisation à ce moment-là, on pourrait effectivement faire un traitement entre 2 récoltes. Peut-être qu'on l'aura déjà lors de la prochaine saison. C'est ce que j'espère et là, à ce moment-là, ça fonctionnerait. En ce qui concerne l'acide formique, si vous travaillez à haute altitude et que vous avez des ruches en haute altitude et qu'il fait assez frais, en fait, à ce moment-là, je travaillerai avec des acides à des concentrations plus élevées. Vous avez faim? Peut-être une dernière question rapidement. Les cages que vous utilisez pour l'encagement des rennes, est-ce que vous avez des préconisations de dimensions, de marques Ach so, das Käfigmodell, aha, die heißen, das ist ein italienischer Käfig. Ja, oder? Das meintest du gestern auch, ja. Also es sieht aus wie, ich gucke jetzt mal in meiner Kiste, da steht es drauf. Wir können gleich die Käfige angucken, wir können auch gerne die Dispensertypen angucken. Ich habe das alles dabei in der Kiste, da können wir gleich noch genauer besprechen. Ja, kommt aus Italien auf jeden Fall, dieser Käfig. Bon, je pense qu'on peut clôturer là par rapport à la matinée. De toute façon, si vous avez encore des questions, vous pourrez les garder en réserve et les poser tout à l'heure après le déjeuner. Donc, vous pouvez applaudir, oui, Eva.